Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Même exercé en douceur, le pouvoir reste coercitif. C'est la leçon qui ressort du dernier livre de mon invité. Nicolas Moinet est professeur des universités à Poitiers, praticien et chercheur en intelligence économique et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez VA Éditions intitulé Les sentiers de la guerre économique. Bonjour Nicolas Moinet. Alors d'abord, précisons que c'est donc le deuxième tome d'une trilogie, donc un troisième va sortir, et celui-ci porte donc sur le soft power, l'influence. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est pour vous le soft power ? Bonjour Ali Lady. Alors, le soft power, effectivement, il faut le définir parce qu'on a tendance à le confondre avec la simple influence culturelle. Le soft power, c'est un pouvoir feutré qui nous étreint et nous enveloppe de toutes parts et qui sert avant tout à la domination. Donc, qui dit soft power dit politique concertée d'un État pour dominer dans les rapports de force internationaux. Alors Nicolas Moinet, ce livre raconte votre parcours. Ça fait 3 décennies que vous êtes dans l'intelligence économique et vous avez donc souhaité mettre soft power au pluriel. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on commence à travailler sur le sujet, on se rend compte que derrière ce concept un peu fourre-tout, il y a des réalités très différentes. Et d'ailleurs, pour preuve, on a maintenant d'autres concepts qui naissent comme le smart power, le sharp power, et on voit bien qu'en fait, derrière le mot soft power, il y a des pratiques très différentes. Donc on parle par exemple des États-Unis, de la Russie, de la Chine ou de la France. Donc il était nécessaire un peu de faire le tri et de montrer la diversité en fait des pratiques dans ce domaine, en les reliant toujours à une idée qui est que nous sommes dans une guerre économique systémique. Alors donc, je disais, ce livre relate votre parcours. Et ce qui est assez marrant, c'est que vous commencez comme étudiant par découvrir cette influence, cet aspect un peu étrange de l'influence. Et vous allez le découvrir tout au long de ces années-là. Et c'est ce qui vous surprend le plus. En fait, oui, j'ai réussi à m'extraire de mon milieu. J'ai effectivement commencé par militer dans des milieux, on va le dire, qui s'appelaient à l'époque ultra-libéraux, maintenant on dirait néolibéraux. Et j'ai pu voir de l'intérieur, en fait, comment ça se passait. Et puis, petit à petit, en étant confronté à la réalité, à m'extraire, en fait, de ce soft power qui a encore aujourd'hui des conséquences. On le voit avec la crise de la Covid-19. Je vous rappelle quand même que ce qu'on a vécu d'un point de vue sanitaire est le fruit d'un soft power qui s'appelle le New Public Management et qui va donner la RGPP en France. Voilà. Et donc, je vais découvrir ça de l'intérieur, ce qui me permet justement aujourd'hui de témoigner, parce que ce livre est avant tout un témoignage. C'est un témoignage et on voit à travers ce témoignage un certain nombre d'affaires, très claires, les affaires Elf, les affaires Total, les affaires EDF, etc. Et à chaque fois, vous découvrez une certaine naïveté de la part des Français. Oui, il y a vraiment une naïveté par rapport à la guerre économique. Cette espèce comme ça en fait, prendre ce que nous disent les Américains. Je pense que ça vient quand même largement de notre atlantisme. Prendre ce que nous ont dit longtemps les Américains au pied de la lettre. Il faut être libéraux, il faut être ouvert sur le monde. Or, lorsqu'on regarde un peu les pratiques, notamment des États-Unis, on se rend compte que les États-Unis défendent leurs intérêts stratégiques, font du protectionnisme, font du soft power de manière très intelligente, ce qui n'empêche pas, évidemment, à côté, de rayonner et d'avoir une influence tout à fait positive. Alors, vous avez cette double casquette, Nicolas Moinet, c'est que vous êtes un praticien et un universitaire. Donc, vous pouvez aller de l'un à l'autre. Et votre déception est aussi forte quand vous regardez le côté pratique des entreprises françaises et de l'État, mais aussi de l'université. Oui, parce que lorsqu'on observe le soft power, notamment américain, qui est un peu des États-Unis, qui est un peu le modèle du genre, on se rend compte que c'est quand même une logique de transversalité permanente, de personnes qui passent de l'université au gouvernement, dans des cabinets privés, dans des services de renseignement, etc. Et en France, on est un pays extrêmement cloisonné. Je pense d'ailleurs que c'est ce cloisonnement qui nous empêche de voir la transversalité qui nous fait face et qui aujourd'hui est le facteur primordial pour être une puissance, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine,
Et c'est ça, en fait, le principal problème aujourd'hui. Et j'ai voulu quand même alerter sur cette question. Il nous faut absolument décloisonner et ne pas confondre l'intelligence des éléments d'un système, car la France a beaucoup d'éléments intelligents, avec l'intelligence globale du système. C'est-à-dire, il nous manque beaucoup de courroies de transmission et d'huile dans les rouages. Oui, mais ce manque, ce cloisonnement, vous dites, Nicolas Moinet, qu'il commence à l'université, il commence dans le système de formation. Bien sûr, la clé de toute chose, c'est la formation, hein, c'est la formation des élites, mais pas que. À partir du moment où vous avez, par exemple, des élites qui sont extrêmement peu formées à la culture scientifique, hein, il y aurait une étude intéressante à faire sur la gestion de la crise de la Covid-19 dans les pays où les élites sont des scientifiques ou du moins ont une culture scientifique et ceux qui n'en ont pas. À partir du moment où on ne transversalise pas, on rate un certain nombre de moments clés et ça a été le cas par exemple avec l'arrivée de l'Internet où on a vu l'Internet comme étant une question de technologie alors que toute la force en fait des entreprises ou des États qui réussissent dans ce domaine-là ce sont des systèmes qui transversalisent le marketing, la technologie et surtout le storytelling. Hein, on nous raconte une histoire. Les États-Unis, les GAFAM racontent une belle histoire. Et derrière, bien sûr, qui est appuyée par de la technologie. Nicolas Moinet, vous citez souvent les États-Unis, mais on peut regarder de l'autre côté. Les Chinois ont compris aussi la valeur du soft power. Alors, ils l'ont compris, mais ils ont un peu de mal avec le soft power. Donc, en fait, il y a eu des tentatives avec les instituts Confucius, avec ce qu'on appelle la diplomatie panda, etc. Mais ils ont eu plus de difficultés pour des tas de raisons historiques, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appellerait du smart power, c'est-à-dire le mélange de hard power et de soft power, ou même parfois du sharp power. Voilà. Aujourd'hui, la grande force en fait de la Chine, c'est surtout ses investissements à l'étranger, à commencer par l'Union européenne et toute une partie de l'Union européenne qui est sous perfusion des investissements chinois, la Grèce, l'Italie, les anciens pays du bloc de l'Union soviétique. Et les Chinois savent très habilement manœuvrer sous renfort des nouvelles routes de la soie pour faire prendre des décisions, par exemple à l'Union européenne, qui soient en sa faveur. Vous avez souvent cité dans cet entretien la pandémie de Covid. Visiblement, est-ce qu'elle a changé quelque chose? Est-ce que vous ne sentez pas quand même certains concepts reviennent à la mode, notamment souveraineté économique? Oui, là on a été mis au pied du mur, mais c'est l'histoire de l'humanité. Hein. Vous savez, on ne change que face aux crises graves. Ça s'est toujours passé comme ça. Pendant longtemps, ça a été des guerres et les épidémies, bien sûr, qui sont quelque part des guerres d'ailleurs. Donc, bien sûr, on reparle de souveraineté, on reparle de nation. Toute la question ne sera pas tomber dans le nationalisme, mais pour pas tomber dans le nationalisme, il faudra justement défendre cette idée de souveraineté dans un monde ouvert. Et de ce point de vue-là, il est essentiel en fait que la France retrouve une autonomie stratégique au sein de l'Union européenne, mais sûrement pas en repartant dans cette habitude de regarder nécessairement du côté des États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment, Nicolas Moinet, que Bruxelles, l'Europe en général, emprunte ces sentiers de la guerre économique? Alors, il y a des acteurs qui essayent de l'emprunter. Aujourd'hui, on le voit bien avec les commissaires Verstegen ou Breton, mais globalement, nous sommes aujourd'hui un peu coincés, en fait, un peu paralysés entre les deux empires, hein, qui sont les États-Unis et la Chine. Je crois que le meilleur exemple, c'est la fameuse affaire Energias do Portugal, qui très simplement, un fonds chinois qui veut racheter une entreprise portugaise, la première entreprise du Portugal, et qui va se voir notifier un refus par les États-Unis d'Amérique. Oui, vous m'entendez bien, par les États-Unis d'Amérique, qui vont donc interdire, grâce à l'extraterritorialité de leur loi, le rachat d'une entreprise européenne par un fonds chinois. Donc toute la question aujourd'hui pour l'Union européenne, c'est de ne pas être simplement le champ de manœuvre de cette guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Alors le président Trump est parti, Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche. Est-ce que vous êtes plus optimiste dans les relations transatlantiques? Alors, plus optimiste dans le côté sympathique de la relation. Il est évident que discuter avec Joe Biden ou avec Harris ou d'autres, évidemment, va être plus simple que discuter avec Donald Trump. Ensuite, l'histoire nous montre récente
nous montre que les démocrates ont toujours été très offensifs en matière de guerre économique, et c'est normal, ce sont des patriotes d'abord de leur pays, ils veulent le développement des États-Unis, ils le font de manière beaucoup plus soft, et de ce point de vue-là, c'est plutôt plus compliqué pour nous. Lorsqu'on avait en face de nous Trump, c'était facile de sonner la lalie et de dire attention, nous avons un méchant en face de nous. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile. Et il y a fort à parier que les Américains vont parfaitement savoir manœuvrer. Ils ont déjà commencé d'ailleurs. On la voit bien puisqu'ils appellent, par exemple, la fin de Nord Stream 2 en prétextant bien sûr ce qui se passe du côté russe. Donc ça y est, la guerre économique est lancée. D'ailleurs, une des premières mesures de Joe Biden a été de nommer un nouveau président de la CIA, même avant d'être intronisé président des États-Unis. Merci beaucoup Nicolas Moinet pour ces réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.